Hello, je vous retrouve dans cette vidéo pour le bilan. J'ai pas fait le bilan depuis le mois de septembre, donc il va y avoir des petites choses à rattraper. Mine de rien, il n'y a pas non plus énormément de lecture. Ça a été des mois pas compliqués, mais où j'ai fait beaucoup d'autres choses que lire. Donc voilà, j'ai une grosse partie de romans en physique, mais j'ai aussi beaucoup écouté des livres audio, donc je vais vous en parler à la fin de la vidéo. Je me suis équipée de mon carnet où je fais un petit peu de journaling parce que y en a qui datent et j'ai un petit peu oublié. Par exemple, le premier que je vais vous présenter, il date du mois de septembre et en fait, j'ai commencé ce carnet à faire en quelque sorte du reading journal avec ce roman parce que ce roman, j'ai lu dans le contexte du Pumpkin Autumn Challenge et je voulais faire du journaling pour mes lectures. Donc voilà, c'est peut-être un sujet que j'aborderai plus tard dans mes vidéos. En tout cas, pour le moment, j'adore beaucoup faire ça. Là, l'année 2022 a commencé et je prends un plaisir monstrueux à commencer un nouveau journal. Donc, je sais pas. Dites-moi si ça pourrait être des choses qui vous intéressent, mais j'aime beaucoup faire ça. Et ça me permet de garder un souvenir tangible de mes lectures et d'y revenir à l'occasion quand j'en ai envie. Donc là, je vous parlais du premier roman que j'ai lu sur le mois de septembre. Il s'agit de La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gaiman et de Marie Alino que j'ai eu la chance de rencontrer au Salon de Montreuil, dont mon livre est dédicacé. Et j'ai mis une note de 3,5 sur 5 à ce livre, tout simplement parce qu'il ne m'a pas correspondu par rapport au moment de ma vie dans lequel je l'ai lu. Je m'explique. Ici, on va suivre Finn, qui est un adolescent de 17 ou 18 ans, qui est extrêmement torturé et chamboulé, et pour cause. Sa mère est en prison et il a vécu des choses vraiment pas terribles dans son enfance, donc il passe son temps à fumer, sortir, boire, etc. pour penser à autre chose. Et c'est vrai que c'est pas un contexte dans lequel je me retrouve. J'ai été une adolescente et très sage, et du coup j'ai jamais fait le genre de choses que Finn et ses potes font tout au long de ce livre. Donc voilà, j'ai pas une très grande empathie envers les personnages. Et je m'attendais à beaucoup plus aussi de road trip. On nous vend cette histoire comme un road trip autour des États-Unis. Et en fait, les passages où on parle de voyage et on parle de lieux, etc. sont très peu présents, j'ai trouvé. Donc pour moi, ça vaut un 3,5. Après, l'histoire, elle est touchante. Elle est assez belle. Elle est très bien écrite. La plume, elle est très fluide à lire. Mention spéciale aussi pour les trigger warnings qui sont présents au début et qui sont mentionnés sous forme d'étoiles en fait au niveau de chaque chapitre. Ça c'est très bien pour les personnes qui peuvent être un petit peu plus sensibles. Voilà, c'était une jolie lecture, mais je ne sais pas si dans quelques mois il m'en restera beaucoup. J'ai été obligée de relire un petit peu mes notes pour savoir ce que j'en avais pensé. Donc, je trouve que c'est un livre quand même intéressant à lire à l'adolescence parce qu'il aborde des thèmes assez durs, la quête de soi, la reconstruction, le passé difficile, etc. La romance, elle est très jolie et je me suis dit, bon, ouais, ça, c'est bien tourné, c'est bien pensé, c'est chouette. Et j'ai beaucoup aimé la troisième partie où Finn se révèle un petit peu plus et cesse d'être un adolescent horrible et insupportable. Voilà, parce que c'est le cas pendant une bonne partie du roman. On a envie de lui foutre des claques concrètement, mais on comprend aussi, enfin bref, c'est assez chamboulant. Chamboulant, je sais pas si ça se dit. C'est assez... En tout cas, c'est un livre qui nous provoque pas mal d'émotions, donc je vous le recommande quand même si vous êtes sensible à ce genre d'histoire. Ensuite, toujours dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge, j'ai lu le deuxième tome des Désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. J'en parle assez régulièrement dans mes vidéos, c'est une saga de mon enfance que j'aime toujours autant, qui a un humour assez noir et assez sarcastique, qu'on ne voit pas quand on le lit à entre 8 et 10 ans, vous voyez, mais qu'on a plaisir à redécouvrir quand on le lit à l'âge adulte. Et du coup, ce tome 2, il parle d'un laboratoire aux serpents. Donc les orphelins Baudelaire sont recueillis par un de leurs oncles qui est un grand amateur de serpents, qui est un scientifique. Il va leur arriver des aventures toujours aussi désastreuses et j'ai beaucoup pris plaisir à me replonger dans ce tome. Du coup, je lui ai mis un 3,5 aussi sur 5. Parce que voilà, ça reste du roman jeunesse et que je connaissais déjà l'histoire, mais j'aime beaucoup tout l'humour qu'il y a, même si parfois on a envie de leur crier les choses à faire, vous voyez, on a envie de les retourner un petit peu, mais ça reste une histoire pour enfants, donc pour moi ça vaut 3,5 sur 5. Ensuite, j'ai lu The Wicked Deep de Shia Earnshaw dans le cadre du challenge que Gladys avait organisé, donc Frisson d'octobre, et j'ai
adoré ce roman, franchement il était vraiment super, je lui ai mis une note de 4 sur 5. En fait ici on va suivre une adolescente qui vit sur une île où des sorcières reviennent chaque année au mois de juin en fait, au moment de à l'anniversaire de leur mort tout simplement, parce qu'elles ont été noyées dans le lac dans les années 1800, enfin il y a 200 ans au moment de l'histoire. Du coup, chaque année, elles reviennent pour hanter les habitants et s'emparer du corps de 3 jeunes filles pour ensuite tuer et noyer des garçons dans le lac. Donc voilà, il y avait une atmosphère assez sombre, assez pesante. Malgré tout, ça ne fait absolument pas peur parce que je déteste ce genre de lecture. Mais j'ai passé un super moment. Ça peut être relativement prévisible, mais moi, jusqu'à la fin, j'ai pas vu les révélations venir. Je sais pas, ça a fonctionné sur moi. C'était vraiment super sympa. Et je pense que c'est le genre de livre que je serais amenée à relire en octobre, peut-être pas l'année prochaine parce que c'est encore frais dans ma tête, mais pourquoi pas l'année suivante. En tout cas, j'en garde un très très bon souvenir et c'est une lecture idéale pour Halloween. Ensuite, on passe à ce beau bébé, donc j'ai lu The Bone Season, donc le premier tome saison 2 de Samantha Shannon que j'ai adoré. J'ai mis 5 sur 5, oui, j'ai mis 5 sur 5, j'ai vraiment adoré ce roman. Tout simplement parce que ça m'a fait relire de la dystopie, c'était un genre que j'adore et que j'avais mis de côté depuis que je suis sur les réseaux en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a très peu de gens qui lisent de la dystopie finalement. C'était l'époque, vous savez, de Hunger Games, Divergente, etc. Et puis après, c'est un petit peu tombé dans les limbes. Et du coup, ce roman m'a vraiment refait penser à de la dystopie que j'affectionne énormément. En fait, ici, on va suivre Paige qui évolue dans un Londres futuriste où les clairvoyants sont pourchassés, ils sont considérés comme des êtres anormaux. Et en fait, elle va se faire kidnapper un jour tout bonnement et elle va se retrouver dans l'ancien territoire d'Oxford où finalement c'est peut-être pire qu'à Londres parce qu'elle elle devient une esclave en fait d'un peuple qui s'appelle les Réphaïm et qui a l'air vraiment terrible. On en sait très peu, je trouve, dans ce premier tome sur les Réphaïm, mais après c'est une saga qui se fait sur plusieurs romans, donc voilà, on sait juste qu'ils sont assez mystérieux, qu'ils sont pas très sympa, etc. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce roman de dystopie qui mêle aussi un petit peu les codes de la fantasy, hein, forcément. Du coup, ce que j'ai adoré, c'est que l'univers, il est extrêmement riche, que les personnages, ils sont relativement détaillés, qu'on a une bonne alternance entre des scènes d'action, des scènes de description. Les personnages sont tout en nuances et on a envie d'en savoir encore plus sur eux au fur et à mesure qu'on lit. Voilà. Sincèrement, c'était génial. Je trouve qu'il n'y a eu aucun temps mort et j'ai vraiment hâte de me plonger dans le tome 2 pour voir s'il est aussi bon que le premier. Mais je vous le recommande vivement, ça va faire partie de mes coups de cœur, de mes favoris de l'année 2021, c'est sûr. Ensuite, j'ai lu Six of Crows, le tome 2, enfin, je le sortais de ma palle parce que jusque-là, j'avais toujours pas vu la série. En fait, je voulais vraiment terminer Six of Crows pour me lancer dans la série sur Netflix. Et c'est enfin chose faite. Par contre, ce tome 2 m'a terriblement déçue. Je lui ai mis un 3 sur 5. Et encore, je trouve que j'ai été relativement généreuse parce que je n'ai rien compris de bout en bout à cette histoire. Pour le résumé du tome 1, on va suivre un gang qui est en quelque sorte un gang de voleurs. Ce sont des gens pas très fiables, mais en même temps, on apprend à les aimer dans le tome 1, on apprend à découvrir leur histoire, leur passé et pourquoi ils sont arrivés là où ils sont. Donc en fait, ça se passe dans l'univers du Grishaverse, mais quelques années plus tard, et on est à Ketterdam, donc la partie sombre, la partie un petit peu ghetto de cet univers, où il fait pas bon se promener tard le soir. Et leur mission principale dans le tome 1, c'est de... j'ai oublié. C'est par rapport à la drogue du Jurda Parem qui transforme les Grishas en des créatures complètement dépendantes et complètement survoltés en termes de pouvoir. Ils peuvent faire des choses extraordinaires, mais par contre, ils deviennent complètement dépendants et ils essayent de tout faire pour que cette drogue ne se répande pas, si je me souviens bien, mais vous voyez à quel point cette histoire m'a marquée. J'avais aimé le tome 1 pour ce côté psychologie et description des personnages, ça m'avait vraiment beaucoup plu parce qu'on rentrait vraiment dans les détails et je trouve que Leigh Bardugo, elle est vraiment très forte pour ça. Là, dans le tome 2, forcément, c'est beaucoup moins présent, même si on va un petit peu plus en détail dans les personnages qu'on a délaissés dans le tome 1. Mais pour ce qui est de la quête et de l'intrigue, je n'ai vraiment rien compris. Je trouve qu'il y avait des moments où c'était pas mal rédigé, mais il y avait des petits problèmes de temporalité, en tout cas pour ma part. Hein. Après, je l'ai peut-être pas lu au bon moment, je ne sais pas, mais il est très dur à lire, très compliqué.
Et je pense que j'oublierai très très vite ce livre, même si le tome 1, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai vraiment du mal avec Six of Crows, mais c'est pas grave, au moins je l'ai terminé. Et j'ai pu commencer la série Netflix. Là, on va passer aux lectures audio. Donc je vais remonter un petit peu le fil parce que en septembre, j'avais commencé par écouter, donc rien à voir avec des romans, j'avais écouté Journal de guerre écologique de Hugo Clément, qui est une sorte de documentaire, témoignage sur les problèmes climatiques et les problèmes liés au braconnage ou à la destruction d'espèces et d'écosystèmes. Je vous le recommande très grandement si vous avez une attirance pour le sujet. Moi, je suis assez intéressée par l'écologie, par le végétarisme, par le changement d'alimentation, etc. Et on est vraiment en plein dedans. Par contre, j'en garde un souvenir pessimiste, dans le sens où j'avais l'impression que c'était une énumération de tout ce qui n'allait pas. Et j'ai l'impression que les lecteurs sont des spectateurs qui ne peuvent rien changer au cours des choses. Et ça fait vraiment bizarre de lire ça, enfin d'entendre ça et de savoir qu'on peut rien faire. Voilà, j'ai beaucoup aimé connaître toutes ces problématiques parce qu'il y a des choses qu'on sait, mais il y a beaucoup d'autres choses ou des faits liés à des milieux plus spécifiques, à des pays plus spécifiques dont on ne connaît pas forcément. Donc j'ai aimé savoir tout ça, mais je me suis sentie un peu démunie dans le sens où moi j'ai aucune solution. Voilà. Ensuite, j'ai enchaîné avec de la romance parce que en audio, j'ai beaucoup de mal avec les univers de fantasy. Donc la romance, c'est ce qui passe le mieux. Et j'ai écouté The Air Embrace de Brittany C. Cherry parce que c'est une référence en la matière et parce que j'avais beaucoup aimé Eleanor and Gray. Alors, The Air Embrace, si je me souviens bien, on va suivre deux personnes qui vont se rencontrer un petit peu par hasard parce qu'elles sont voisines, je crois. Et en fait, la femme et l'homme ont tous les deux perdu leur conjoint dans des circonstances plus ou moins tragiques. Et du coup, ils vont se rapprocher tous les deux l'un de l'autre. Alors, attention, il y avait beaucoup trop de scènes explicites pour ma part. En tout cas, en livre audio, je trouve que c'est encore pire. Donc, j'ai pas apprécié le roman, je pense, à sa juste valeur parce que ça m'a vraiment dérangé. Je trouve qu'il y en avait énormément. Pourtant, je me disais, Brittany C. Cherry dans Eleanor and Gray, c'était vraiment chouette, quoi. Il y en avait pas tant que ça, c'était pas si prenant. Mais là, ouais, j'ai eu du mal à passer au-dessus. Alors, je reconnais que l'histoire était belle. Après, ça allait beaucoup dans le pathos et dans le tragique. Et je trouve que c'était beaucoup, malgré tout. Voilà, je n'ai pas d'autres choses à vous apporter sur ce roman. J'en suis désolée, mais moi, ça m'a pas forcément ultra convaincue. Ensuite, là, on passe clairement à la période de Noël où j'ai dévoré les livres audio. Donc, j'ai commencé par Les ailes d'émeraude. Ça n'a rien à voir avec Noël, hein, cela dit, mais c'était pour le faire dédicacer au Salon du Livre de Montreuil. Et comme je m'y prenais relativement tard, j'avais pas le temps de le lire en format papier. Donc, j'ai écouté le premier tome et là aussi, clairement, c'est passé assez difficilement. Donc, le pitch des ailes d'émeraude, on va rencontrer Cassiopée, qui est une jeune fille de 18 ans, qui était orpheline, donc elle est dans un orphelinat. Et du jour au lendemain, elle avait décidé de quitter cet orphelinat le jour de ses 18 ans. Elle fugue, en fait, si on veut. Ouais, elle fugue, elle laisse tous les gens qu'elle aime pourtant à l'orphelinat derrière elle. Je ne me souviens plus de la raison exacte. Bref, elle fugue. Elle a pour ambition de trouver un logement, etc. Mais les choses vont se passer un petit peu différemment. Elle va faire la rencontre de Gabriel. Et Gabriel va lui faire se rendre compte qu'elle n'est pas une personne comme une autre. Elle est une créature surnaturelle. Et de là, ses dons vont apparaître. Et elle va se faire enrôler par la communauté à laquelle elle appartient à la base. Donc, voilà, c'est une histoire assez cliché, vous l'avez vu avec le pitch, ça ressemble à beaucoup de romans qui ont été publiés à cette époque. Je vous rappelle que Les ailes d'émeraude, ça a été publié en 2014, donc globalement, période de Twilight, Les étoiles de Nosed, etc. Donc ça ressemble, ça reprend les codes et ça prend tous les clichés, mais je trouve en très mauvais. Et ça m'a vraiment déplu, cette histoire de je suis l'élue, je suis la meilleure, mais pourtant la fille se trouve ultra moche, ultra banale et ultra nulle. Le côté garçon mystérieux qui n'est absolument pas approfondi dans le premier tome. Ils ont aucune personnalité, les personnages masculins, c'est affreux. Et la protagoniste féminine les voit juste comme des mecs ultra canons avec des abdos. Donc, globalement, c'est ça.
Après, la construction de l'univers, la construction de la mythologie, elle est très très bien pensée, mais c'est vraiment, pour moi, les clichés sont vraiment passés au-dessus et j'ai pas réussi à apprécier ma lecture à sa juste valeur. Alors un petit peu plus vers la fin, où l'histoire commence à prendre un petit peu de l'ampleur et on voit les débuts du tome 2 se profiler, mais attention, si vous n'aimez pas les clichés de la romance et du genre fantastique, bah on est en plein dedans. Donc voilà, à prendre avec des pincettes. Même si pour beaucoup c'est une trilogie qui est à recommander, qui est très très intéressante. Alors je lirai la suite, mais je vais laisser un petit peu de temps clairement parce que voilà, il y avait beaucoup trop de clichés pour moi et j'ai besoin de faire une pause et de voir autre chose avant de passer sur la suite. Ensuite, je vous le présente en papier parce que je l'ai demandé à Noël. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le livre audio du cochon de Noël de J.K. Rowling. Donc, ici, on va suivre Jack qui a un petit cochon en peluche depuis des années. C'est son doudou d'enfance en fait. Et il l'aime énormément, il lui confie tous ses secrets. Sauf qu'un jour, ses parents vont divorcer et sa mère va se remettre en couple avec une personne qui a déjà une fille plus grande que lui. Cette fille n'apprécie pas beaucoup Jacques et elle va jeter son cochon par la fenêtre de la voiture sur l'autoroute. Donc voilà, là commence le début des ennuis pour Jack parce qu'il est inconsolable, il n'arrive pas à remettre la main sur le cochon de Noël. Mais comme la nuit de Noël approche, il y a une espèce de faille spatio-temporelle, on va dire, et Jack se retrouve dans le pays des objets perdus où il va partir à la quête de son doudou cochon. Et franchement, même si c'est une histoire pour enfants de prime abord, je trouve que ça aborde des sujets relativement adultes, dans le sens où moi j'ai vu au travers de cette histoire une espèce de dénonciation de la surconsommation, donc là des jouets, mais aussi de beaucoup d'autres choses, parce que tous ces jouets qui appartiennent au monde des jouets perdus, en fait, c'est des jouets dont les enfants se fichent un petit peu. Il y a beaucoup de jouets en plastique de McDo, par exemple, des jouets qui coûtent vraiment pas cher, des jouets de fête foraine, etc. Et ça nous dénonce un petit peu ce côté surconsommation là dans l'univers des jouets, mais on peut extrapoler après. Et je trouve que c'est assez marqué dans ce roman. J'ai vraiment adoré cette histoire aussi pour le côté sentimental. Moi, je suis une grande enfant. J'ai vraiment beaucoup de mal à faire le deuil de mon enfance, même si j'ai 27 ans aujourd'hui. Et ça me fait énormément de peine de le dire. Je me suis complètement retrouvée dans le personnage de Jack. J'ai repensé à tous mes doudous que j'aimais moins ou que je détestais. Et je me suis dit, oh mince, je leur ai fait tellement de peine. Enfin bref. Je me suis complètement laissée emporter par cette histoire. J'ai énormément pleuré parce que j'ai trouvé ça super triste et super touchant et je me suis vue à la place de ce petit garçon. Voilà. Dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Je suis assez curieuse de savoir. En fait, j'ai vraiment hâte de me replonger dans la version papier parce que l'audio était vraiment incroyable. En fait, tous les personnages de la version audio ont des voix, il y a des effets sonores, donc ça rend le truc vraiment dynamique. Et enfin voilà, coup de cœur, j'ai adoré. Et je sais pas si je vais attendre Noël pour le relire en papier tellement je l'ai aimé, mais ça aussi, gros coup de cœur de l'année. Ensuite, j'ai écouté aussi La fille de Noël sur Audible, qui était le livre offert pour le mois de décembre. Donc ça, c'est clairement un audio très très jeunesse. Le livre, il fait moins de 2 heures, je pense, et il n'existe pas en format papier même, hein. C'est vraiment du Audible pur. Et on a la voix de Chaim dedans qui interprète le rôle du personnage principal, qui est Noéline, la fille du Père Noël. Et en fait, on va suivre Noéline dans ses aventures. Elle essaye de changer un petit peu les choses pour que Noël devienne moins traditionnel, mais elle va vivre des péripéties et des aventures qu'elle n'avait pas prévues. Donc voilà, c'est assez jeunesse, mais franchement, j'ai beaucoup aimé. J'étais dans la période, là, clairement, retour en enfance, et j'ai vraiment aimé. Alors, je comprends que certains n'aient pas aimé la voix de Chaim. Elle parle dans tous les sens, elle parle parfois dans les aigus, etc. Mais moi, c'est ce qui m'a fait apprécier le dynamique, parce que moi, j'écoute les livres audio dans ma voiture pour aller au boulot le soir, le matin. Donc parfois, je suis un peu endormie, on va dire. Et celui-là, franchement, j'ai beaucoup aimé, j'ai assez rigolé. Les personnages étaient vraiment mignons et l'histoire, elle était assez sympathique. Alors, ça reste du livre audio de 2 heures, donc pas forcément élaboré, mais je pense que pour des enfants, ça pouvait être sympa. Et ensuite, comme j'étais sur ma lancée de contes pour enfants, etc., j'ai écouté Licabog, toujours de J.K. Rowling, qui était paru l'année dernière.
J'avais résisté jusque-là parce que j'avais pas forcément envie de l'acheter, mais en audio, pourquoi pas. Et sur Lika Boy, c'était un peu différent du cochon de Noël, hein. On retrouve le côté conte pour enfants avec parfois un petit peu des clichés dans les personnages, etc. Lika Boy, ça raconte l'histoire d'un royaume avec plusieurs petites cités qui vivent très bien ensemble, etc. Jusqu'au jour où une personne va venir faire des requêtes au royaume, en fait au roi, et lui dire que son chien a été mangé dans les marais par l'Ikabog, une créature monstrueuse et fantasque que personne n'a jamais vue. Et à partir de là, le roi et sa cour, je ne sais plus comment on appelle ça, ils vont partir en quête de l'Ikabog pour le tuer, tout simplement. Sauf que pour toutes ces personnes, l'Ikabog n'existe pas. Donc en fait, ils essayent de faire croire aux villageois en les maintenant dans la peur, etc., que l'Ikabog existe. Ils vont même jusqu'à créer des empreintes d'Ikabog pour faire croire qu'il est venu autour des maisons, etc. Là aussi, on peut voir une certaine dénonciation, je sais pas, de la politique, du gouvernement, du fait de mener les gens par la peur. Je pense qu'on peut étudier un petit peu la chose. Alors après, moi, je l'ai écouté avec un regard, avec des oreilles. Je l'ai écouté avec une attention d'enfant, on va dire. J'ai beaucoup aimé la façon dont est racontée l'histoire en audio. J'ai été prise dedans. Ça abonde de clichés des contes pour enfants, mais je pense que c'est ce qui fait la douceur de ce livre, on va dire. Enfin, après, c'est une histoire assez horrible en soi, hein. C'est pas du tout gai, c'est pas du tout joyeux. Certains passages, je me disais, pour des enfants, c'est quand même relativement... ouais, c'est chaud. Enfin, voilà, il y a des passages de torture, de meurtre, enfin voilà, de choses que les enfants n'ont pas forcément envie d'entendre. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé la façon dont c'est compté. Après, ça m'a pas non plus... ça avait rien d'exceptionnel, mais voilà, l'Ikabog, je sais pas ce que j'en retiendrai dans les mois prochains, mais en tout cas, je l'ai écouté et je vous le recommande malgré tout. Après, il faut l'écouter comme un conte pour enfants, même si on peut voir un petit peu au-delà avec le regard adulte. Je me rends compte que j'ai oublié de vous parler d'un livre papier que j'ai lu aussi au moment des fêtes. Il s'agissait de Rendez-moi Noël. En fait, je l'ai emprunté à l'espace culturel du Leclerc parce que j'avais pas envie de l'acheter tout simplement, et que là-bas, ils me permettent de faire ça si je le rends en bon état. Et vu que je prends soin des livres, il n'y a pas de souci. Donc en fait, Rendez-moi Noël, c'est une histoire qui se passe en Écosse au moment des fêtes de fin d'année. Et on va suivre deux familles qui se battent pour organiser les festivités. Alors, il y a la traditionnelle famille Ferguson qui fait ça depuis des décennies, des générations même. Et il y a les nouveaux arrivants qui possèdent le manoir du petit village, en fait. Mais les enfants sont tous revenus de pays étrangers, etc. Donc, la famille Ferguson, elle est carrément opposée au fait qu'ils reprennent les choses en main, et on va avoir une espèce de guerre de famille entre les deux en Écosse avec les décorations de Noël tout autour. C'était assez plaisant, ça reste de la romance de Noël, même si pour une fois je trouvais que c'était pas trop mièvre. En tout cas, on voyait clairement la romance se profiler, hein, ça, il n'y a pas de doute, mais c'était moins mièvre que d'autres choses. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup rigolé, et j'ai beaucoup apprécié aussi dans ce livre le côté tradition et le côté festivité en dehors de Noël, parce que ça aborde les fêtes de Yule et puis les légendes et les mythes qu'il existe autour de ces fêtes. Donc voilà, j'ai aimé. Sans plus, voilà, ça reste de la romance de Noël, c'est des choses qu'on lit vite et qu'on oublie assez vite aussi derrière. Ben voilà, j'ai énormément parlé, mais ça faisait un beau bilan pour cette fin d'année 2021. Dites-moi si vous avez des choses en commun ou si vous avez des recommandations par rapport aux livres que j'aime. Voilà, moi j'espère que vous avez passé de bonnes lectures en 2021 et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!